Rassi. Je suis une ancienne expert comptable, reconvertie dans la finance, et notamment une des cofondatrices du Women's Investment Club, le WIC, qui a créé un fonds d'investissement dédié à l'entrepreneuriat féminin. En termes d'engagement citoyen, je suis également cofondatrice et présidente de Demain Sénégal, qui est une initiative citoyenne qui a été créée au lendemain des événements violents de mars 2021, parce que notre lecture était que ces événements étaient également l'expression d'une forme d'angoisse des jeunes face à un avenir incertain. Et nous sommes un certain nombre de citoyens du Sénégal et de la diaspora qui nous sommes vraiment sentis interpellés par cette question. Et l'ambition de Demain Sénégal est de contribuer au développement de notre pays en offrant un cadre de réflexion et d'action collective pour nous permettre de nous projeter dans un avenir meilleur et de définir ensemble les solutions et les stratégies qui nous permettront d'y arriver. Alors, merci pour cette présentation. Alors, en mars 2024, Demain Sénégal, Présence chrétienne et Sursaut citoyen sont les principales organisations de la société civile qui ont réussi à mobiliser toutes les autres autour de ce qu'on a appelé le pacte de bonne gouvernance démocratique. Ce document est tiré de deux substrats que sont les conclusions des assises nationales et le rapport de la Commission nationale de la réforme des institutions. Alors, pour ceux qui ne savent pas, que contient le pacte de bonne gouvernance démocratique? J'ai envie d'en faire une lecture très rapide et synthétique. Effectivement, il s'agit d'un document qui a été signé par la majorité des candidats à la 13 sur les 19. Sur les 19. Donc ce document présente d'abord le contexte et les partis. Il s'agit effectivement du collectif de mouvements citoyens engagés pour l'application au bénéfice du Sénégal des conclusions des assises nationales ainsi que des recommandations de la CNRI, c'est-à-dire la Commission nationale de réforme des institutions. Donc ce collectif a entrepris de valoriser une démarche qui est déjà initiée, d'interpeller les candidats à la candidature prochaines élections présidentielles en appelant à un dialogue ouvert avec tous ceux dont les dossiers venaient d'être validés par le juge constitutionnel à l'époque. Oui. Et l'idée, c'était de se mettre ensemble pour identifier les enjeux majeurs de cette consultation électorale et de construire un consensus solide pour notre vivre ensemble. Et sceller une compréhension partagée de ce qu'on entend par cohésion sociale, état de droit, gouvernance, préservation du patrimoine et des deniers publics, qui sont vraiment une demande très forte des citoyens. Et donc, les obligations, donc de la part du collectif des mouvements citoyens, les obligations décrites par ce pacte, c'était sur le court et moyen terme d'accompagner l'évaluation et la promotion de la demande citoyenne et concourir à parfaire son articulation et sa formulation. Et pour les candidates et candidats qui s'engageaient à signer le pacte, c'était de traduire les principes, les valeurs et les objectifs du pacte en plan d'action à réaliser dans le courant de la première année de leur mandat en cas de victoire électorale à la présidentielle. Donc, le pacte est conclu pour une durée de 5 ans, correspondant à la durée d'un mandat présidentiel. Les partis s'engagent en tant que de besoin à mettre en place un comité de suivi chargé d'apprécier l'évolution des questions faisant l'objet d'intérêts ou de préoccupations communes. Et donc les partis se mettent d'accord pour
définir les modalités de modification éventuelle de ce pacte. Donc, l'engagement, et ça, donc, chaque candidat donc, a signé ce document, et puis en s'engageant donc, à mettre en œuvre dans les 200 premiers jours suivant l'élection les mesures nécessaires pour la mise en application du pacte. Et en annexe, donc, le pacte comportait donc une synthèse de la charte de bonne gouvernance démocratique issue des assises nationales, c'était la charte de 2009, et puis des extraits du rapport 2013 de la Commission nationale de réforme des institutions. Et dans ce rapport, on retrouve des principes qui devaient donc guider l'application des réformes par la personne qui gagnerait les élections. Voilà, en 11 points qui tiennent à l'état de droit, l'équilibre des pouvoirs, l'indépendance de la justice, les libertés publiques, la démocratie participative, la décentralisation et la déconcentration, la bonne gouvernance, la transparence et l'éthique dans la gestion des affaires publiques, la stabilité institutionnelle, la gestion des partis politiques, l'administration publique qui se doit d'être neutre, impartiale et apolitique, et enfin la sacralisation des biens publics et des ressources naturelles. Voilà. Donc, tout ce que ça comporte comme bannissement de la corruption, de l'enrichissement illicite et autres infractions. Donc, de façon très résumée, voilà ce dont il s'agit. Oui, justement, vous avez énuméré les 11 points de ce pacte-là, qui implique notamment peut-être la reddition des comptes, l'impartialité de l'administration, la mise en valeur de la méritocratie. Alors tout ça, ne pensez-vous pas que c'est quelque part contraignant pour un homme politique qui a son programme, qui aspire à diriger et à avoir d'autres mandats? Alors, oui, c'est vrai que c'est contraignant, c'est difficile, mais c'est plein d'opportunités justement pour un homme politique qui aspire à un deuxième mandat. Et cela parce que le pouvoir vient véritablement du peuple. Et le peuple s'est exprimé de manière très forte. Et je dirais d'une seule voix, parce que c'est la première fois qu'on a comme ça un parti d'opposition, enfin quelqu'un qui est issu d'un parti d'opposition et qui passe au premier tour avec un pourcentage aussi élevé que ce que le président Faye a réussi. Donc, cette élection présidentielle a vraiment des allures de référendum. C'est ça. Mais de référendum pour la victoire de certaines valeurs et vertus que le peuple chérit et qu'il appelle et qu'il attend de son dirigeant. Donc, mettre en place le dispositif permettant de répondre à cette demande très forte, c'est quelque part garantir son second mandat. Maintenant, là où j'entends votre question, c'est que effectivement, forcément, il y aura des résistances. Parce que si jamais ce pacte est mis en place et que les mesures nécessaires à sa réalisation sont prises, cela va se traduire par une perte énorme de privilèges de la part de certaines personnes, certaines élites qui en bénéficient. Et puis, il y a également, c'est une tendance très humaine, disons, à résister au changement. Donc, puis il y a également des enjeux selon la manière dont ces réformes seront mises en place, la manière dont elles seront gérées. C'est vrai qu'il peut y avoir un risque de mécontentement ou de mauvaise compréhension de la part des populations. Donc la méthode va être essentielle. Alors, rappelons quand même que c'est en toute liberté que les candidats sont venus signer. Ils n'étaient contraints à rien du tout. Alors,
au bout de ces 100 jours d'exercice, est-ce qu'il y a certaines mesures que le président Diomaye Faye a prises et qui entrent en droite ligne dans le cadre de ce pacte? Alors, le président Diomaye a d'abord exprimé une volonté d'appliquer les recommandations issues de la CNRI et des conclusions des assises nationales, donc c'est vraiment à saluer. Et il a également lancé un dialogue des assises pour de la justice. De la justice. Selon nous, et quand je dis nous, je parle du collectif des mouvements de la société civile, il aurait été préférable d'avoir un cadre rationnel qui est le cadre qui est offert par l'application du pacte. C'est-à-dire de partir du commencement. Si nous décidons de jouer à la belote, il est bon que nous, les joueurs de belote, nous entendions d'abord sur les règles du jeu. C'est vraiment le point de départ. Et dans le cas qui nous intéresse, le jeu dont il s'agit, c'est comment nous allons vivre ensemble, comment nous allons changer les règles et les principes de notre vivre ensemble. Et ça, la CNRI y a travaillé des principes clairs qui permettront de servir de pierre angulaire, de fondation pour mettre en place les lois et les politiques publiques qui iront servir ces principes et les mettre en application. Dès qu'on part d'un élément particulier, qu'on ne met pas dans un ensemble plus général, on court le risque d'être très parcellaire, d'être dans l'arbitraire, et on perd quelque part légitimité dans l'application de ce qu'on cherche à mettre en œuvre. Donc, il nous paraît plus opportun, plus rationnel d'engager les réformes, mais en partant du plus général, c'est-à-dire de la base, des fondations, avant d'entrer dans des réformes sectorielles.